En 1859, Victor Hugo refuse l'amnistie de Napoléon III pour poursuivre depuis Guernesey ses attaques virulentes contre le régime impérial et déclare « Quand la liberté rentrera, je rentrerai ». En effet, Victor Hugo est chef de file du romantisme en France au XIXe siècle. Ses actions, tant au niveau littéraire et théâtral qu'au niveau politique et social, ont joué un rôle monumental à son époque. Ses combats iront même jusqu'à lui valoir l'exil. Pour lutter contre la peine de mort, Victor Hugo publie en 1829, le dernier jour d'un condamné, un texte bouleversant qui se présente sous la forme d'un journal intime d'un condamné à mort. L'extrait étudié est une préface, rédigée 3 ans plus tard suite aux complaintes du texte, qui souligne la fonction morale et politique du roman. Le texte est présenté sous la forme d'un réquisitoire à l'argumentation directe et va chercher à démontrer que la peine de mort est essentiellement inutile. Ainsi, une question intéressante serait de voir par quel raisonnement Victor Hugo cherche à s'opposer à la peine de mort. D'abord, nous allons voir que l'auteur manie la concession avec habileté, pour ensuite étudier les éléments qui font de ce texte un réquisitoire éloquent. Donc, tout d'abord, Victor Hugo fait face aux défenseurs de la peine de mort en maniant la concession et ses arguments avec brio. Nous pouvons le voir à travers son ton emporté et virulent qui démonte les idées de ses opposants. Par exemple, après avoir évoqué les arguments de ses opposants lignes 1 à 3, il répond « Faites mieux votre ronde », une phrase qui est fortement marquée par l'ironie en dénonçant le travail raté des gardes de prison. Il utilise la même approche quelques lignes plus basses en réponse à l'argument « Il faut que la société se venge, que la société punisse », auquel il répond « Se venger est de l'individu, punir est de Dieu ». Cette phrase renforce l'idée que les hommes ne peuvent avoir le droit de vie et de mort, que c'est un domaine réservé au divin qui est inaccessible et interdit aux hommes. Son approche à la religion sert ici comme une attaque directe aux principes moraux des hommes, car se comparer à Dieu était imaginable autrefois. Cette inaccessibilité est renforcée par la formulation de la phrase même. La virgule, qui sépare les deux verbes à l'infinitif venger et punir et les attributs du sujet, crée non seulement un effet de symétrie, mais peut aussi être vue comme une sorte de séparation entre les mondes de l'humain et du divin. Pour Victor Hugo, la peine de mort serait donc une rupture de cette barrière et un déséquilibre des moraux que nous devrions défendre. La possibilité d'une telle violation était un sujet extrêmement sensible autrefois. Il serait donc correct de dire que dénoncer un sujet pareil souligne le ton virulent de l'auteur. Ensuite, il est également important de noter l'apparence binaire du texte. Pour enrichir les insuffisances de raisonnement des défenseurs de la peine de mort, Victor Hugo structure son texte en alternant arguments et contre-arguments. Pour illustrer, l'emploi des connecteurs logiques d'abord, mais et bien, lignes 1, 7 et 15, souligne l'opposition en marquant l'entrée en jeu des réfutations de l'auteur suite à ses contre-arguments. De plus, l'emploi des pronoms personnels de deuxième personne vous et le pronom indéfini on mettent en place les deux camps qui s'opposent tout en impliquant les adversaires dans la critique. En revanche, les pronoms nous et on créent également un effet de proximité entre les deux camps. Il serait donc une façon pour Victor Hugo de dire que tout le monde est concerné et qu'il n'est jamais trop tard de faire ce qui est juste. Ce qui nous amène à la deuxième partie du commentaire. Nous allons maintenant voir que cet extrait s'agit d'un réquisitoire éloquent qui cherche par-dessus tout à convaincre son auditoire. En effet, Victor Hugo cherche à toucher, choquer, dénoncer et émouvoir le public pour mieux le faire réagir face à l'absurdité de la peine de mort qui, pour lui, est juste une inefficace lutte contre la criminalité et qui est contraire aux plus profondes valeurs humanistes et moraux. Dès les premières lignes de l'extrait, il réfute argument par argument la thèse de ses adversaires pour mieux défendre la sienne. Par exemple, lignes 3 et 6, il dit que, et je cite, « la prison perpétuelle suffirait » et « pas de bourreau où le geôlier suffit », qui sont deux arguments de Victor Hugo qui répondent point par point aux tenants de la peine de mort comme solution à la criminalité. Il reprend même au discours direct, ligne 12, les arguments de ses adversaires en disant qu'il faut faire des exemples, et avec de l'ironie et de l'impératif « faites mieux » pour les exhorter à changer. En outre, Victor Hugo implique son auditoire dans son combat grâce à une grande variété de registres littéraires tels que l'ironie ou la satire, quand il se moque des tribunaux qui ressassent toujours les mêmes raisons en phrases éternelles, ligne 14, pour justifier la peine de mort. Mais encore, l'emploi du pronom de première personne nous à valeur plurielle sert comme une englobe des partisans de l'abolition de la peine de mort et emporte l'adhésion du lecteur que nous sommes. Lignes 15, 16 et 18, il dit
Nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Les preuves abondent et encombreraient notre raisonnement si nous voulions en citer. Victor Hugo invite également le lecteur à la réflexion à travers des questions rhétoriques telles que, ligne 4, « À quoi bon la mort ?» Il semble donc correct de dire que Victor Hugo utilise différents registres littéraires pour chercher à convaincre l'auditoire. Pour finir, Victor Hugo cherche à créer de l'émotion et de l'indignation pour toucher son public. Il le fait par exemple à la fin de l'extrait, ligne 19, à travers son exemple de condamnation. Il démontre bien la mascarade et l'absurdité de la peine de mort vécue ici par le peuple comme un jeu cynique. Et je cite, « Une troupe de masques est venue danser devant l'échafaud d'encore fumant, le mardi gras vous rit au nez », qui marquent tous deux l'immoralité et le cynisme de l'acte. Victor Hugo illustre bien que la peine de mort ne soit pas exemplaire et n'a aucune vertu éducative ou morale. En énonçant ce précepte, il y plante même une vision humaniste, marquée par l'optimisme, en disant, ligne 10, « La société doit corriger pour améliorer ». Dans l'ensemble, ce dernier passage est crucial dans le combat de Victor Hugo pour convaincre le public, car il joue avec ce qui est, dans la majorité des cas, la plus grande faiblesse de tous, l'émotion. En somme, Victor Hugo s'oppose à la peine de mort à la fois de manière raisonnée et convaincante. Ses arguments sont structurés efficacement et attaquent ses opposants de façon logique et réfléchie. Son ton virulent présent au cours de l'extrait et l'éloquence du réquisitoire illustrent tous deux son habileté de réfutation, de convaincre et de maniement de la raison. Aujourd'hui encore, Victor Hugo invite à la réflexion. La condamnation à mort n'est-elle pas une sentence démesurée ? N'est-elle pas une forme de déshumanisation progressive ? La peine de mort est un sujet extrêmement polémique qui reste de nos jours au centre de débat. En effet, beaucoup d'œuvres dystopiques abordent le sujet, telles que 1984 de George Orwell, dans lequel réalité et fiction sont pratiquement la même chose. Il serait donc intéressant d'étudier les différentes approches des auteurs face à la peine de mort et de se relier aux pays qui autorisent aujourd'hui ce processus.